Bonjour Tom Benoît. Bonjour Florian. Alors, on a quelques sujets à voir ensemble. On est en direct d'Arras aux Assises de la Souveraineté. Absolument. Et il se trouve que j'ai été très intéressé par une des dernières déclarations sur Michel Barnier, Oui. qui a donc été nommé Premier ministre après bien des tergiversations. Et tu as dit, de toute façon que ce soit Michel Barnier ou Bardella, c'est la même politique qui est menée. Ça, c'est très important, très intéressant. Que ce soit effectivement Michel Barnier ou même Lucie Castet qui aurait été nommée, qui aurait potentiellement pu être Première ministre. D'ailleurs, je pense que si Emmanuel Macron n'a pas nommé Lucie Castet Première ministre, c'est parce qu'il avait une seule crainte, c'est que le Front Populaire fasse un accès de zèle et fasse passer le SMIC à 1 600 €. Et une fois que tu auras eu le SMIC à 1 600 €, là, tu ne peux pas faire marche arrière parce que tu vas pas dire aux gens, non, le SMIC repasse à 1004 et on le refait, ou alors on coupe la poire en deux et les entreprises doivent se réorganiser, voir avec leur cash flow, leur capacité. Donc voilà pourquoi il n'a pas nommé Lucie Castet, mais qui se serait, je dirais, un poisson dans l'eau acclimaté à la météo politique européenne et européiste, donc qui nous vient de la Commission, le Parlement, la Banque Centrale Européenne. Après quelques rendez-vous, quelques tours de table, Lucie Castet aurait mené elle aussi la même politique que Jordan Bardella ou que la seule chose qui Barnier, quoi. La seule chose qui m'intéresse au Rassemblement national aujourd'hui est la capacité du Rassemblement national à apporter par des biais, disons, annexes, un vent de liberté dans le débat public. C'est tout. C'est pas la politique menée par le Rassemblement national. C'est pas le projet, mais c'est à la limite comment les gens se projettent. Voilà. Mais c'est effectivement un sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as cité 3 forces politiques, donc la force centrale Barnier, NFP et le RN, qui sont tous les 3 progressistes. Représentation politique, disons. Hein. Force, c'est beaucoup dire. Parce représentation que politique. Le Front populaire soit une force, mais c'est une représentation. Oui, tout à fait. Représentation politique, qui sont les 3 favorables au maintien dans l'Union européenne et dans l'euro. Et à partir de là, ce que tu as dit encore, je te cite aussi, tu as dit ce que je veux, c'est immédiatement la sortie de l'UE et le démantèlement de la BCE, c'est ça? Ouais. Démanteler la BCE et surtout reformer la Banque de France qui est un organe. Quand j'entends François Villeroy de Galhau, le banquier central français, nous dire je plaide, il y a une semaine à peu près, pour qu'il y ait une baisse de taux. La Banque Centrale Européenne devrait mener telle ou telle politique. Il y a longtemps, on n'avait pas à plaider, le banquier central français n'avait pas à plaider, ni à mendier, ni à donner son point de vue. Il décidait, il menait la politique monétaire, et puis les ministres de la Défense, les ministres des Finances, décidaient aussi des investissements en matière de défense, le ministre des Finances décidait en matière d'endettement, et là aujourd'hui, la seule petite marge de manœuvre qui nous reste, ou qui nous restait, ou bientôt qui nous aura été octroyé pendant un temps record, c'est l'endettement. Mais ça aussi, c'est fini, puisque le grand plan, c'est de faire rouler la dette à l'échelle européenne aujourd'hui. C'est ce qui est dans les tiroirs de plus en plus activement. Donc voilà pourquoi la situation est évidemment désespérée si on ne sort pas de l'Union européenne et de l'euro. C'est une certitude. Point central. Je vais revenir sur la dette commune, parce qu'il y a le rapport Mario Draghi, on va en parler dans un instant. Mais est-ce que tu es surpris et choqué, on va dire, que le sujet monétaire de la sortie de l'euro, de la question même de l'euro, ne soit pas dans le débat politique français, pas porté par des forces au Parlement, par exemple? Oui, totalement choqué, oui, évidemment. Enfin, pour employer le mot, je suis pas surpris, malheureusement non, parce que j'en ai conscience depuis des années. Il y a une politique, il y a un bashing qui est fait par rapport à la sortie de l'euro, parce qu'il y a un bashing qui est fait par rapport à toute forme aujourd'hui de capacité à réagir, à gagner, à générer de la richesse, à l'obtenir, à la garder, à garder de la propriété, à garder de l'intégrité physique, à garder toute forme de liberté. Et effectivement, avoir une monnaie nationale, avoir des ministres nationaux qui puissent prendre des décisions pour le bien de la nation, ça s'appelle du nationalisme et du protectionnisme, et ça c'est interdit aujourd'hui. Donc je ne suis pas surpris, mais je regrette, je le déplore. De toute façon, même le patriotisme, à part dans le sport, et encore, puisque l'Union européenne maintenant compte ses médailles, on l'a vu au JO de manière ridicule. Dans le sport, d'une façon toute mesurée aussi, hein, parce qu'il y a un sens patriotique ou patriote dans le sport, mais dans le football, il n'y a aucun patriotisme, à proprement parler. Il y a l'étendard du patriotisme. Le patriotisme, c'est quoi la patrie? Non, mais je disais c'est le seul endroit où on a le droit de brandir un drapeau français, tu vois. Ce qui est quand même scandaleux, ce qui est quand même choquant. Oui, mais on n'a pas le droit de dire mon grand-père faisait partie de telle ou telle équipe, hein. En tout cas pas dans le football, parce que le patriotisme, c'est l'endroit où les parents, les grands-parents ont cultivé les campagnes, la nature, bien sûr. Là où les parents et les grands-parents reposent également, donc on est bien loin de tout ça. On est bien loin, et malheureusement, il est navrant de voir que le sujet, pour revenir à la question de l'euro, ne soit pas dans le débat parlementaire français et que nous soyons obligés de le porter en dehors, ce qui est complètement navrant. Et sur le rapport Draghi, il propose une dette commune
Ouais. On a fait l'expérience pendant le Covid, donc le plan de juillet 2020. Voilà. La France, à la fin, si tout se passe bien, récupérera 39 milliards, mais s'est engagée sur plus de 80. Est-ce que la France a intérêt à cette dette commune? Non, on n'a pas intérêt à cette dette commune, évidemment, et je suis heureux qu'il y ait des gens comme toi, justement, et d'autres qui luttent et qui luttons pour essayer d'éveiller les consciences et d'éclaircir un peu, d'éclairer sur des sujets qui sont obscurs pour bien des personnes. Pour résumer, ce qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est que nous avons des États qui sont surendettés, que l'on a volontairement surendettés, et pas pour générer de la richesse, mais pour générer des intérêts. Les intérêts vont être de la dette publique, vont être le premier poste de dépense dans pas longtemps pour un pays comme la France. Et ces États surendettés ont de plus en plus de capacité à s'endetter davantage, à se surendetter davantage. Et la seule manière pour assurer les marchés, c'est-à-dire ceux qui nous financent, ceux qui achètent nos titres, c'est de dire ne vous inquiétez pas en quelque sorte, si votre dette est moins bien notée, Moody's va se prononcer au mois d'octobre sur la dette de la France. La note va probablement être dégradée, va s'aligner sur les notes de S&P, Rating, Standard & Poor's et ça, c'est pour quand? Fitch, le mois d'octobre. C'est en octobre, oui. Et ça va se poursuivre après pour les prochaines expertises. Et donc l'idée c'est de dire, il y a une dette qui est notée triple A encore, c'est la dette euro. Parce que forcément, vous vous servez de toute l'épargne européenne comme collatéral, vous vous servez de tous les biens publics comme collatéral, et vous vous servez de tout un bloc quand même de plusieurs centaines de millions de personnes, et d'une économie qui est énorme si on additionne toutes les économies nationales régies par de seuls décisionnaires. Et l'idée, c'est de dire, on va créer une dette euro, encore davantage, puisqu'on l'a fait, mais de façon tout à fait marginale jusqu'à présent, et on va faire se surendetter tous les États au nom de cette dette euro. C'est la familia grande européenne qui va s'endetter pour tout le monde, mais au final, ce sera le petit-fils le plus riche et en capacité de rembourser qui paiera. Voilà. Donc c'est une espèce de fuite en avant. Fuite en avant, mais qui peut être les Allemands veulent pas. Extrêmement dangereuse. Ouais. Les Allemands veulent pas, les Irlandais veulent pas, les Luxembourgeois veulent pas. C'est un système qui va dans l'intérêt d'un petit écosystème, mais certainement pas dans l'intérêt des nations ni de la richesse des nations. C'est ça le gros problème aujourd'hui. C'est pas d'ailleurs la définition de ce qu'est devenu l'Union européenne aujourd'hui. C'est l'intérêt d'un tout petit nombre par rapport à l'intérêt des peuples. Oui, totalement. C'est un outil de gouvernance, c'est un outil de lobbying, l'Union européenne. C'est tout, rien de plus. Quand on nous parle de l'Europe comme une Europe qui nous a sauvés, qui nous a protégés d'un euro qui nous a sauvés, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que l'euro, premièrement, n'est pas une monnaie, c'est pas considéré comme une monnaie au regard des marchés. Je veux dire, dans les transactions internationales, on sourit. D'ailleurs, c'est la seconde monnaie de réserve, sans être trop technique, mais en montant détenu comme avoir dans les réserves de change au sein des banques centrales. On s'est aperçu que dans ce qu'on appelle le processus de dédollarisation, entre guillemets, mais tout mesuré pour le moment, cette petite dédollarisation, un peu par des BRICS notamment, portée par les BRICS justement, mais c'est fait au bénéfice justement de pays comme la Corée du Sud par exemple, sur le plan monétaire, l'Australie aussi qui ne fait pas partie des BRICS, mais qui a ni la Corée du Sud ou le Canada non plus qui ne font pas partie et qui ont profité de la dédollarisation et leurs monnaies ont pris de la valeur, mais certainement pas au bénéfice de l'euro. Et c'est là qu'on s'aperçoit que l'euro, dans un sens comme dans l'autre, ne profite ni du déclin, ni de la prospérité, ni du déclin des autres. C'est ça le gros problème de l'euro. C'est que c'est une monnaie réellement qui sert justement à pomper systématiquement, à faire payer les pays qui sont pieds et poings liés avec l'eurosystème, mais que ces pays-là ne profitent jamais de l'euro. Voilà. C'est très bien de le dire, c'est très bien et ça fait du bien de le dire et de l'entendre parce que c'est effectivement, comme on le disait tout à l'heure, absent du débat public et médiatique quasiment aujourd'hui dans notre pays. Nous avons, il faut qu'on parle un tout petit peu de Bruno Le Maire, mais tu as tiré plusieurs fois la sonnette d'alarme sur le vol de l'épargne, avec cette union des marchés de capitaux qui porte mal son nom, tu l'avais rebaptisé autrement. Je l'avais rebaptisé, mais je remarque qu'aujourd'hui, ce sont des économistes comme Thomas Piketty qui disent la vérité, qui lâchent le mot. Moi, je l'ai dit il y a 8 mois. C'est quoi le vrai nom? C'est l'union de l'épargne et de l'investissement. C'est en réalité. Ils en sont où dans ce projet de nous prendre l'épargne? Ça avance et ça ira de plus en plus vite avec la mutualisation des dettes, évidemment. Parce que pour s'endetter, comme je le disais, il faut avoir un collatéral et le collatéral ne peut être que l'épargne. Et au-delà de ça, ce qui est encore plus dangereux aujourd'hui, c'est qu'on est en concurrence avec, non pas les BRICS justement, mais les États-Unis, qui eux attirent des capitaux pour des investissements libéraux et que nous prenons le chemin réellement de ce qu'était l'URSS, mais sous sa forme moderne et numérique en quelque sorte, et woke par ailleurs, de surendetter mais c'est encore autre chose, mais de surendetter les nations avec des investissements qui seront publics, qui seront décidés par la fonction publique, qui seront décidés par les personnes que tu citais précédemment, qui représentent un petit milieu, un petit écosystème,
Et c'est tout, mais certainement pas les entreprises ou les citoyens. Si nous quittons l'Union européenne et l'euro, nous pouvons sauver notre épargne. Ben oui, si on quitte l'Union européenne et l'euro, au-delà de sauver notre épargne, on prend le cap et on prend la barre en main. On aura la capacité d'user de notre épargne dans l'absolu à échelle nationale, en la protégeant et en prenant des décisions qui iront dans le sens de la nation et non pas des nations voisines, parce que si on titrise notre épargne dans l'absolu, je préfère qu'elle soit titrisée au bénéfice des Français qu'au bénéfice des Européens. Voilà. On est d'accord. Dernier petit mot, Bruno Le Maire est parti, il a fait un grand pot de départ, il a déclaré qu'il est resté 7 ans à Bercy, c'est considérable. S'il est parti, il n'y a plus de petits mots alors. Il n'y a plus de petits mots. Non, mais il a dit qu'il était très fier du travail accompli. Est-ce qu'on peut le féliciter? Non, certainement pas, mais... Alors, mais je te sens assez tolérant parce que tu dis de toute façon c'est les mêmes. Enfin, oui, je vois que tu ne veux pas accabler les gens parce que c'est un système. C'est un système. Certainement pas Bruno Le Maire. Je pense qu'il n'était pas prédisposé pour être ministre de l'économie et des finances, c'est une certitude. Je pense qu'il le sait lui aussi. Il ne vient absolument pas d'un milieu économique, mais plutôt d'une branche littéraire de cette forme d'oligarchie politique qui dirige aujourd'hui. Donc le choix de Bruno Le Maire au ministère des Finances restera pour moi un grand mystère par ailleurs. Voilà. Nous conclurons sur ce grand mystère. Merci beaucoup Tom Benoît. Merci. Voilà, Tom Benoît était l'un des invités participants aux Assises de la souveraineté, qui était un très grand moment. Vous allez voir d'ailleurs des vidéos sur cette chaîne et sur l'autre chaîne, Les Patriotes sur YouTube. N'hésitez pas à la suivre et sur les autres réseaux sociaux de toutes les interventions, toutes les tables rondes, on mettra tout. Et puis j'étais très heureux de faire cet entretien là-bas avec Tom Benoît. Vous avez vu, on a abordé des sujets importants. Alors politique en France, l'arrivée de Michel Barnier, le départ de Bruno Le Maire, les fausses oppositions. Bah oui, à partir du moment, et il le dit clairement, il a raison, à partir du moment où vous voulez rester dans l'euro et l'Union européenne, c'est bidon. Or, ils veulent la spoliation de l'épargne. On a parlé de cette histoire du rapport Mario Draghi, de la dette commune. Bon, et de la nécessité de sortir de tout ça pour nous libérer et avoir un avenir pour nous et les futures générations. Merci à Tom Benoît. Merci de partager cette vidéo. Je la juge utile. En peu de temps, il y a beaucoup de choses là. Si vous estimez la même chose, merci de la partager. Et pour cela, de vous abonner à cette chaîne YouTube ou réabonnez-vous. Il y a eu beaucoup de désabonnements ces derniers jours automatiques par YouTube. Ça recommence à vérifier. Abonnez-vous, réabonnez-vous par un petit clic gratuit sur s'abonner en dessous. C'est un clic, hop, c'est fait. Vous êtes abonné à la chaîne et plus vous êtes abonné, plus les vidéos sont recommandées, circulent et touchent des personnes qui nous découvrent. Merci pour cette œuvre incroyable. La prochaine étape, c'est le début des universités d'éducation populaire partout en France. La première, je vais bientôt communiquer, ce sera début octobre en Moselle sur la politique étrangère et de défense. Et partout, des gens qui s'y connaissent particulièrement. Je vous attends, patriotes. Voilà. Et si vous aussi, vous êtes d'accord avec ces combats-là, si vous voulez nous soutenir après ce succès phénoménal des assises de la souveraineté d'Arras, pour la suite, pour les universités d'éducation populaire, pour les manifs, pour les procès qui arrivent, là, dans moins de 2 mois, je serai... dans un peu plus de 2 mois, je serai au tribunal devant Ursula von der Leyen sur le Pfizergate et tout le reste. Alors venez aux patriotes dès maintenant. L'avenir, la dynamique, elle est là. La dynamique, elle est là. Dans cette carte orange d'adhérents, c'est le plus grand mouvement souverainiste qui fait ce qu'il peut. Mais sans vous, il ne peut pas. Je vous rappelle, on n'a pas un centime de financement public, de subvention publique, pas un centime d'aide privée ni des banques, rien. Adhérents, réadhérents, donateurs à 100%. C'est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts et vous rejoignez un combat, une cause, une grande famille pour nous et les générations qui viennent. Et moi, je trouve que c'est merveilleux. Voilà. Si vous voulez soutenir aussi le financement des assises de la souveraineté, ce genre d'événement coûte toujours beaucoup plus cher que ce qui rapporte sur place, bien sûr. Vous pouvez faire un don par ailleurs ou adhérer, réadhérer. Alors, comment on fait pour adhérer, réadhérer dès maintenant? C'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire épinglé. Une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Choisissez faire un don au mouvement dès maintenant. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Tous les liens se retrouvent par ailleurs sur notre site, les-patriotes.fr. Je rappelle, défiscalisation aux 2/3. Vous mettez 60 €, ça enlève 40 € d'impôts. Vous mettez 3 000, ça enlève 2 000 € d'impôts. Il y en a qui peuvent. Faites-le. Vous mettez 10 €, ça enlève 6,60 €, etc. Vous avez compris. Énorme bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue. Fond du cœur, nouveaux adhérents patriotes. Vive la France!